Depuis 2005, il n'y a eu aucun référendum national en France. Alors j'ai construit Vote Citoyen, une app citoyenne qui rend les propositions de loi de l'Assemblée nationale et du Sénat accessibles pour permettre à n'importe qui d'exprimer son avis pour ou contre, parce que s'informer, voter et suivre les lois de notre pays reste essentiel. Que les institutions nous aient ou non donné le bouton pour le faire. La semaine dernière, je vous ai présenté Sillage Public, une app qui transforme les données financières de l'État français en une carte lisible en quelques clics pour voir en live où vont une partie des 500 milliards d'euros des dépenses de l'État annuelles et donc de nos impôts région par région. Et si vous l'avez raté, elle est juste ici. Aujourd'hui, comme tous les jeudis à 16 h, c'est la 4e semaine du challenge de ma vie, une startup par semaine pendant un an. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai toujours voulu lancer plein de projets et qu'aujourd'hui l'IA a changé quelque chose de fondamental. Lancer un projet demandait des mois, parfois des années, pour acquérir les compétences nécessaires, ou pour avoir une équipe, ou pour avoir le réseau, ou pour avoir des moyens, et la plupart des gens, dont moi, n'avaient pas tout ça en même temps. L'IA, c'est l'équipe que vous ne pouvez pas vous offrir pour diminuer la distance entre vous et vos rêves le plus rapidement possible. Et moi, je veux prouver ça en direct, pas en théorie, pas en faisant des analyses ou des PowerPoint, en construisant. Et du coup, comment je fais ça? En faisant une startup par semaine en public. Le code, les bugs, les erreurs, les pivots, tout est visible. Si vous voulez suivre l'avancement de toutes les semaines en temps réel, abonnez-vous pour me voir lancer 52 projets en un an. Cette semaine, on change complètement de registre, on va sur un projet de souveraineté populaire incroyable. Un outil qui répond à une question simple. Et si le peuple pouvait enfin exprimer sa voix autrement qu'au seul moment des élections? Je vais vous montrer comment j'ai construit Vote Citoyen, l'app que tout peuple mérite. Je m'appelle Nikita, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en IA et développeur full stack. Aujourd'hui, je construis BYDI, une chaîne YouTube qui montre que la distance entre l'idée et l'exécution n'a jamais été aussi courte grâce à l'IA et qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour créer. Et dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai construit Vote Citoyen, la plateforme du peuple, avec une base de données, une authentification, des synchronisations automatiques, des contraintes de coût, des bugs, des erreurs de config, des enjeux de sécurité et des décisions d'expérience utilisateur. Le point de départ est simple. Le 29 mai 2005, les Français ont voté lors du référendum sur la Constitution européenne. Et depuis, plus rien. Pas un seul référendum national. Et pourtant, l'article 3 de la Constitution dit quelque chose de très fort. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Les deux sont dans le texte, mais dans la pratique, l'un a, on pourrait dire, disparu. Et en parallèle, les propositions de loi existent. Elles sont publiques, elles sont discutées, votées, adoptées ou rejetées. Elles peuvent changer concrètement ta vie. Mais pour le citoyen moyen, elles sont presque invisibles. Et surtout, il n'existe pas vraiment d'endroit simple où toi, en tant que citoyen, tu peux donner ton avis directement sur ces textes. Alors en plus, un jour, j'ai essayé de comprendre un texte qui me concernait. J'ai ouvert les sites institutionnels et tout était public. Donc tout était là. Mais en fait, c'était super dense, c'était technique, c'était difficile à lire. Je me suis dit, si moi je décroche au bout de 2 minutes, je suis probablement pas le seul. Le problème, ce n'est pas que les citoyens ne s'intéressent pas. Le problème, c'est qu'on ne leur donne ni une forme lisible, ni un espace simple pour réagir. L'information existe, mais elle est enterrée. Et la participation directe, elle n'existe presque pas. C'est dommage parce que je suis convaincu qu'il y a une forme de sagesse populaire que l'on n'a pas vraiment exploitée, mais qui nous permettrait, je pense, de prendre de meilleures décisions politiques, potentiellement plus sages. Donc j'ai voulu construire une couche entre la complexité institutionnelle et le citoyen. Une interface qui rend ces propositions de loi visibles, compréhensibles, partageables et sur laquelle n'importe qui peut enfin s'exprimer avec son vote pour ou son vote contre. Au début, je pensais construire un site de consultation avec une fiche détaillée pour chaque texte. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était une assez mauvaise idée. Très vite, je me suis rendu compte que chaque clic en plus détruisait de la valeur. Si quelqu'un doit chercher une loi, ouvrir une fiche, scroller, comprendre où cliquer, puis revenir en arrière, en fait, il vote pas. Juste, il va quitter l'app. Donc la première grande décision produit, ça a été de faire de la page loi le cœur absolu de l'expérience. En fait, sur cette page, tu peux tout faire au même endroit. Tu peux à la fois découvrir les textes, tu peux filtrer, rechercher, lire un résumé court, ouvrir le texte officiel, voter directement, voir le thermomètre des votes lorsque tu as voté, et même partager avec les gens. La fiche détaillée existe toujours, mais elle n'est plus obligatoire. Elle sert surtout à partager une proposition de loi précise, avoir une URL propre pour chaque proposition et à garder une page qui est indexable. Ensuite, j'ai voulu que le site paraisse vivant. Donc j'ai ajouté la loi du jour, les dernières propositions où des citoyens ont voté, et puis même les plus suivies en ce moment, ou les plus votés. L'idée était simple. Si quelqu'un ouvre le site sans savoir quoi chercher, il doit quand même voir qu'il se passe quelque chose en fait. J'ai aussi beaucoup itéré sur l'interface. En fait, au début, c'était beaucoup plus proche d'un mur de cartes. Et puis on a convergé vers une liste beaucoup plus compacte, plus lisible, plus dense. Mais parce que sur ce type de contenu, ce qui compte, c'est pas juste que ce soit joli, c'est que tu puisses en fait comparer vite, lire vite, décider vite.
Ça doit être hyper efficace. Techniquement, l'application repose sur une stack qui est assez simple. Pensée pour aller vite, coûter 0 aux citoyens et rester fiable. Donc, on a du Next.js, du React, du TypeScript, un seul projet pour le front-end, le back-end et le SEO. On a du Tailwind CSS pour itérer vite sur l'interface sans dette visuelle énorme. On a Prisma et PostgreSQL. On a utilisé Neon pour une base de données propre pour les lois, les votes, les utilisateurs. On a Nextauth plus Google OAuth pour une connexion simple, robuste, sans reconstruire toute l'authentification. On a Vercel pour un déploiement ultra rapide. On a GitHub Actions qui sont des tâches automatiques de synchronisation. On a Gemini qui va nous faire des résumés des textes. Donc maintenant, le premier vrai mur, ça a été la donnée. Quand on dit les lois sont publiques, on imagine souvent qu'il existe une belle porte d'entrée propre, un endpoint simple. La réalité est beaucoup moins élégante. Côté Assemblée nationale, j'ai dû récupérer les données Open Data, télécharger des archives, les décompresser, lire un très grand nombre de fichiers, filtrer la législature utile, normaliser les champs et insérer tout ça proprement en base de données. Le même genre de traitement de données que j'ai dû faire sur le dernier projet d'ailleurs. Côté Sénat, il a fallu faire la même chose avec une logique un peu différente. Autrement dit, les données existaient, mais pas dans une forme pensée pour un produit citoyen. J'ai donc construit un pipeline de synchronisation quotidien. Chaque nuit, le système va chercher les textes, les normalise, met à jour les statuts, enrichit les entrées et puis les rend disponibles dans l'interface. C'est invisible pour l'utilisateur, mais c'est le socle du produit. Ensuite, il y a eu la couche IA. L'idée semblait simple. Prendre une proposition de loi, la faire résumer par un modèle et afficher un texte clair aux citoyens. Sauf qu'au début, les résumés étaient mauvais. Pourquoi? Parce que je donnais surtout des métadonnées. On a le titre, on a quelques infos de contexte, mais pas vraiment le texte. Et un modèle de langage, quand tu lui donnes juste le titre, il fait exactement ce que ferait un humain, il reformule vaguement le titre. Alors là, pour le coup, le problème n'était pas l'IA, le problème c'était juste le contexte que je lui avais donné. Et donc du coup, j'ai dû changer l'architecture pour que, au lieu de résumer à la volée au moment où l'utilisateur charge la page, le système fait maintenant autre chose. Il identifie les textes importants, il récupère le vrai contenu officiel, il extrait la matière utile, il génère un résumé, et puis ensuite il le stocke dans la base de données. Ce détail change tout, parce qu'on ne dépend plus du temps réel. On construit un contenu enrichi en amont, et puis on l'affiche très vite ensuite. Et puis j'ai ajouté une logique de priorité. On n'enrichit pas au hasard. En fait, on va venir prioriser la loi du jour, l'activité récente, les textes les plus suivis, et les premières propositions visibles dans la liste principale. Autrement dit, on met les efforts de calcul exactement là où l'utilisateur a la plus grande probabilité de regarder. Le troisième problème n'était pas purement technique, c'était un problème de friction. Au début, il fallait plus d'étapes pour comprendre et voter. Mais très vite, j'ai vu que le parcours idéal n'était pas liste, fiche, compréhension, vote. Le vrai parcours naturel, c'était je tombe sur un texte, je comprends en quelques secondes de quoi il s'agit, je décide et puis je vote. Et si je veux, je peux aller creuser un peu plus. Et donc j'ai enlevé énormément de friction. J'ai déplacé le vote directement dans la liste. J'ai gardé le lien vers le texte officiel. J'ai gardé la fiche comme page secondaire, surtout pour le partage. J'ai simplifié les filtres, j'ai rendu la recherche encore plus intelligente, j'ai intégré aussi des suggestions. En plus de ça, j'ai construit un affichage mobile spécifique avec un header qui se compacte, une entrée tendance et une organisation différente du desktop. Ensuite, j'ai refait la page à propos comme une vraie landing éditoriale. J'ai refait la page Mes votes comme une vraie page personnelle avec des tendances, la répartition mensuelle, une comparaison avec la tendance générale. Et c'est là une leçon simple. Dans un produit comme ça, l'expérience utilisateur n'est pas de l'emballage. L'expérience utilisateur, c'est le produit. Surtout si la plateforme est destinée à monsieur tout le monde. Le vote lui-même posait plusieurs problèmes. Premier problème, empêcher qu'une même personne puisse voter 2 fois sur la même proposition. Le deuxième problème, empêcher qu'on puisse voter sur un texte qui a déjà été clos, ou qui a déjà été discuté. Troisième problème, garder les compteurs à jour sans recalculer tout à chaque affichage, par question de rapidité. Quatrième problème, éviter que la route de vote soit spammable ou attaquable trop facilement. Donc, j'ai dû durcir tout ça. Le back-end vérifie la session, il vérifie l'origine de la requête, il refuse les votes sur les textes clos, il applique une contrainte d'unicité, il met à jour les compteurs dans une transaction et il ajoute du rate limiting. Et puis il y a la question que tu ne peux pas éviter dans un projet civique. Est-ce que les gens peuvent faire confiance au site? Au début, la réponse était partielle. Oui, les autres utilisateurs ne voyaient pas ton identité ni une liste publique de tes votes. Mais non, les votes n'étaient pas anonymes au sens strict. Donc il a fallu faire mieux. J'ai pseudonymisé davantage les votes. J'ai supprimé les tokens Google inutiles après la connexion. J'ai ajouté une page confidentialité. J'ai ajouté dans l'espace personnel des actions pour exporter ses données, supprimer ses votes et supprimer son compte. Et côté sécurité, j'ai durci le site avec des headers HTTP, CSP, la protection contre certaines requêtes abusives, du rate limiting, le contrôle d'origine sur les mutations. Ça ne transforme pas magiquement le projet en banque, mais ça le fait passer d'une démo sympa à quelque chose de beaucoup plus responsable. Une autre décision structurante, ça a été de rester très frugal au départ.
L'idée n'était pas de construire une usine à gaz ultra robuste dès le jour 1. L'idée c'était de construire une V1 qui soit sérieuse, crédible, mais légère. Vercel pour héberger, Néon pour la base, GitHub Action pour les cron jobs, Google OAuth pour l'identité, et des modèles gratuits ou quasi gratuits pour les résumés. Le bon côté est évident. Ça me permet de lancer vite, de tester et d'itérer. Le mauvais côté est tout aussi réel. Dépendance à des quotas, dépendance à des services tiers, dépendance à des offres gratuites qui peuvent bouger. En fait, le 0 € ne réduit pas le coût de la croissance, il réduit le coût de l'erreur. Et pour un projet comme celui-là, c'était la bonne décision. Ce projet m'a appris quelque chose de très simple. Le plus dur, c'est pas de coder une app, surtout aujourd'hui. Le plus dur, c'est de transformer un système public existant, complexe, lent, institutionnel en quelque chose qu'un citoyen normal peut comprendre en 30 secondes et sur lequel il peut enfin réagir. La donnée était déjà là. Les textes étaient déjà publics. Mais rien n'était pensé ni pour la lisibilité, ni pour une forme de participation plus directe. Donc ce que j'ai construit, au fond, ce n'est pas juste un site. C'est une couche de traduction et une tentative de réintroduire un geste de démocratie plus directe. Une traduction technique entre des sources de données complexes et un produit web. Une traduction d'expérience utilisateur entre un système institutionnel dense et une interface simple. Une traduction citoyenne entre une information enterrée et une opinion qu'on peut enfin exprimer. Parce qu'aujourd'hui en France, on vote pour des représentants. Mais entre deux élections, on a très peu d'espace simple pour dire sur ce texte précis, je suis pour et sur celui-là, je suis contre. En fait, c'est un système qui permettrait plus de nuances en fait, plutôt que juste dire que je suis d'un bord ou de l'autre. Vote citoyen ne remplace pas les institutions. Ça ne crée pas un référendum officiel. Et ça recrée quelque chose qu'on a presque perdu. La possibilité pour n'importe qui de se positionner directement sur une loi en discussion. Et il y a une dernière chose que je trouve intéressante. À chaque fois que quelqu'un vote sur une proposition de loi, cette personne découvre au moins un texte qu'elle n'aurait probablement jamais lu autrement. Et peut-être que c'est ça la première marche d'une démocratie plus directe. Rendre les textes visibles, compréhensibles, puis donner aux gens un moyen simple d'exprimer leur position. Et rien que ça, en soi c'est déjà une petite victoire. D'ailleurs, petit point que j'aimerais voir avec vous, j'ai toujours pas trouvé de business model. Dites-moi si vous avez une idée. Ma seule condition, c'est de ne pas vendre les données des utilisateurs. Je m'engage à ce que le vote de chacun soit et reste privé. Cependant, j'avais pensé à de l'ADS par thématique, et par exemple, si on choisit des lois sur une thématique particulière, alors une boîte peut réserver de l'espace publicitaire en lien. Ou alors, par exemple, vendre l'agrégation de données à des organismes publics ou privés, ou par abonnement à des professionnels. En fait, ce que vous voyez avec les thermomètres quand vous votez, ça ne dit pas qui a voté quoi, mais ça donne les tendances. J'avais également pensé au fait de louer des interfaces par mairie, par exemple, pour qu'une mairie puisse avoir sa propre interface où elle vient relayer des lois qu'elle veut montrer à ses habitants, et ses habitants du coup peuvent aller voter sur cette interface. Bref, plein d'idées, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, vous pouvez toujours soutenir le projet et moi-même en cliquant directement en haut à droite du site, ce qui permettrait de faire financer le peu de coûts d'infrastructure qui fait tourner le site et m'offrir une petite bière à la fin avec le delta. En tout cas, l'app est en ligne. Si vous voulez voir à quoi ressemble une tentative très concrète de rendre les propositions de loi plus lisibles, plus directes et plus partageables, le lien est dans la description. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce type d'outil a sa place en France? Est-ce que vous l'utiliseriez? Et est-ce que selon vous, les citoyens pensent comme leurs élus ou pas du tout? Bon allez, moi je vous laisse, j'ai une 5e startup à construire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je crée. Je construis ce que le commentaire le plus liké me demande. Allez, ciao, à jeudi prochain à 16h.